souviens des feuilles de mûrier de mon enfance, de mon lointain. Je me souviens qu'au printemps, l'herbe recouvrait d'un tapis de velours les plaines fertiles de Rarpert. Et les torrents de la montagne qui venaient arroser nos vergers aux alentours de la ville. Je me rappelle au printemps les tendres feuilles de mûrier tendues vers la lumière du soleil. Mais je me rappelle surtout l'été, le vert sombre des feuilles et le goût sucré des grosses mûres noires. Un été surtout me revient comme si c'était hier. Les gens, leurs voix, chuchotant du fond du passé. Chaque fois que je touche ces feuilles de mûrier, je pense aux Arméniens qui ont été tués à 5000 km d'ici. La graine qui a donné cet arbre est arrivée voici 80 ans de Rarpert, la ville de Turquie où je suis né. Pratiquement toute ma vie, j'ai ignoré ce qui s'était réellement passé au cours du premier génocide du XXe siècle. Mes parents m'ont simplement raconté que les mûriers m'avaient sauvé la vie. Comment je l'ignorais? Le passé était noyé dans la peur. La véritable histoire du 1,5 million d'Arméniens disparus de Turquie au début du XXe siècle. Un peuple ancien, une terre antique. Pendant 3000 ans, les Arméniens avaient vécu au carrefour du Moyen-Orient. Pendant de brèves périodes, ils avaient eu des royaumes indépendants. Mais leurs terres se trouvaient sur la route des conquérants, des bâtisseurs d'empires du monde antique. Les Perses, les Romains, les Arabes et les Turcs. Entre le XIVe et le XXe siècle, les Arméniens chrétiens avaient été des sujets de l'Empire ottoman, soumis à la brutale domination turque. À la fin du XIXe siècle, les persécutions contre les Arméniens s'étaient faites plus fortes. Périodiquement, on en massacrait. Aucune famille n'en sortait indemne. L'Empire ottoman commençait à s'effriter. En 1914, les Serbes, les Bulgares et les Albanais se dressèrent contre leurs suzerains turcs et conquirent leur indépendance. Ayant perdu leur territoire en Europe lors de la guerre des Balkans, les Turcs se tournèrent alors vers l'Est, en rêvant d'un vaste empire ethnique qui s'étendrait jusqu'à l'Asie centrale. Mais un groupe ethnique se trouvait en travers de leur route, les Arméniens. Profitant de la Première Guerre mondiale, les dirigeants turcs s'efforcèrent d'unifier la population de la Turquie. Ils attisèrent les haines religieuses et se lancèrent dans une politique de déportation et de génocide. La ville de Rarpert se dressait sur un haut plateau situé à proximité d'un très beau lac. Le Tigre, le fleuve légendaire de la Mésopotamie, prend sa source à la périphérie de Rarpert. Et c'est dans ces plaines que le puissant Euphrate s'enrichit de nouveaux affluents. Pendant des siècles, la région a été le grenier des empires et la voie de passage des envahisseurs. Rarpert faisait autrefois partie d'un ancien royaume arménien situé aux marches orientales de l'Empire romain. Nous sommes sur le site d'un ancien fort datant de 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est ici que, voici 9000 ans, l'homme s'est pour la première fois servi d'outils en métal. Il n'en reste désormais que des ruines, des murs nus balayés par le vent. Autrefois, plus de 2 millions d'Arméniens vivaient en Turquie, dont 150 000 à Rarpert
et dans la campagne environnante. Aujourd'hui, il n'en reste plus un seul. Situé au cœur de l'actuelle Turquie orientale, Harpert était un important carrefour d'échanges et de commerce. En 1915, elle devint l'un des points stratégiques de l'extermination des Arméniens. Le cinéaste Michael Agopian est né dans l'une des vastes demeures de cette artère animée. C'est ici que, dans son enfance, il aperçut pour la première fois les tensions entre Turcs et Arméniens. Mezre, le principal centre d'affaires de la région de Harpert, était la capitale de la province, en turc le vilayet. La maison du gouverneur et le poste de police se trouvaient dans la rue principale. Dans la même rue vivaient le vali, le gouverneur de la province, et 5 industriels arméniens, 5 frères très fortunés que l'on appelait les fabricatorians. Leur demeure élégante suscitait l'admiration des Turcs comme des Arméniens. Ils dirigeaient une importante filature qui produisait de la soie et du coton. Harpert et Mezre étaient entourés de nombreux villages agricoles. Du raisin pour le vin, des mûriers pour la soie. Cette abondante production avait valu à la région l'appellation de plaine d'or de Harpert. La région était peuplée d'Arméniens, de Turcs et de Kurdes, un peuple musulman essentiellement montagnard. Mezre et Harpert n'étaient qu'à 2 kilomètres de distance. Pour les Arméniens, Harpert désignait l'ensemble de la région. Les Américains et les Européens l'appelaient Harput. Parmi les Arméniens qui vivaient en ville, on comptait beaucoup de membres de professions libérales, d'hommes d'affaires et de professeurs. Les Arméniens étaient aussi parmi les premiers artisans de la région. Ils constituaient l'épine dorsale de l'économie locale. Leur prospérité était souvent une source d'envie pour les Turcs. Leur foi chrétienne était un sujet de raillerie. Mais nul n'imaginait alors l'ampleur des bouleversements à venir. Incroyablement, j'ai retrouvé cette photo de mes parents dans le grenier d'une famille de missionnaires à Rhode Island, après 20 ans de recherche. Mon père, que l'on appelait affectueusement le docteur Michial, dirigeait le service de chirurgie de l'hôpital de Harpert. Mes parents sont les seuls survivants connus du génocide qu'ont subi ceux qui posaient sur cette photographie par un après-midi de l'été 14. Qui a vu, qui a entendu ce qui s'est passé, à part les Arméniens? Les voix de 5 personnes vivant en Europe et en Amérique ont surgi du passé pour témoigner de ce qui s'est passé à Harpert en 1915. Marie Jacobsen était une Danoise venue à Harpert à titre d'éducatrice. Elle a tenu un journal détaillé du génocide. Tessie Atkinson, une infirmière américaine, a tenu l'un des 2 journaux connus des événements survenus au cours du génocide dans la région de Harpert. Le 3e témoin est le docteur Herbert Atkinson, son mari, alors directeur de l'hôpital américain. Le 4e, c'est Johannes Eman, missionnaire allemand. Il était venu à Harpert en 1897 pour diriger un orphelinat d'enfants arméniens dont les familles avaient disparu au cours des massacres de 1890. Le 5e témoin occidental était le consul des États-Unis, Leslie Davis. C'était le seul fonctionnaire américain présent à l'époque dans cette région de la Turquie. Garabet Bedrosian était son interprète et garde du corps. Il allait jouer un rôle clé dans la résolution du mystère entourant la disparition des Arméniens. Comme d'autres Arméniens survivants, il a corroboré le témoignage de ces 5 étrangers
résidant alors à Harpert. À l'origine, les missionnaires avaient pour objectif de convertir les Turcs et les autres musulmans. Ils échouèrent dans cette tentative. Mais les Arméniens, qui s'étaient convertis au christianisme 15 siècles plus tôt, se sentaient de grandes affinités avec eux. En 1878, les missionnaires de la congrégation avaient établi une faculté à Harpert, qui avait pris le nom de faculté arménienne. Mais sous la pression des Turcs, elle avait été rebaptisée faculté de l'Euphrate. La plupart de ses enseignants et de ses étudiants étaient arméniens. Les missionnaires de Harpert venaient de différents pays, mais avaient d'étroits contacts entre eux. Ils organisaient souvent des rencontres qui réunissaient le personnel de la faculté et de l'hôpital, le personnel diplomatique et les visiteurs étrangers. Pour les missionnaires, c'était une vie agréable. Pour les Arméniens, c'était le calme avant la tempête. Nous organisions des pique-niques qui duraient des après-midi entiers, avec un nombre incroyable de gens. Nous partions dans la montagne. Là, nous creusions un trou et nous posions dessus un énorme chaudron rempli de toutes sortes de légumes et de viandes qui cuisaient à l'étouffer sur les braises. Et toute la journée, les gens mangeaient des mésas, des hors-d'œuvre, buvaient du raki et dansaient sur des tapis orientaux. Certains s'installaient à un endroit, d'autres un peu plus loin, d'autres encore dans les collines proches, et ainsi de loin en loin. Le soir, nous entonnions des chansons arméniennes. Nous chantions les premières strophes, puis le groupe sur l'autre colline nous faisait écho en reprenant les strophes suivantes, et ainsi de suite. Parfois, les missionnaires organisaient des excursions sur les rives de l'Euphrate ou au lac Goliouk. Harpert occupait une situation idéale pour les loisirs. L'Euphrate formait une boucle à 7 km de la ville et le lac Goliouk n'était qu'à une quinzaine de kilomètres au sud. L'un et l'autre allaient jouer un rôle crucial dans la destinée du peuple arménien. Le fleuve San Joaquin, en Californie, rappelait à mes parents les deux fleuves de l'Arménie. J'essaie de m'imaginer cet été de 1915. Un fleuve tranquille, des cris d'angoisse au loin. J'avais coutume de jouer dans les bosquets de mûriers. Aujourd'hui, je m'efforce de déchiffrer le passé et de lui donner un sens. Ayant grandi à Fresno, je n'ai jamais compris la signification du mot Goliouk. Ma famille prenait ses vacances là-bas. Des années plus tard, je me rappelle mes parents en train de pique-niquer au bord du San Joaquin et répétant sans cesse Goliouk, Goliouk, Goliouk. Parfois, ils évoquaient d'un cœur léger la beauté de ce lac. Mais le plus souvent, mon père et ma mère chuchotaient entre eux avec dans la voix une note de terreur qui m'était incompréhensible. L'été, nous allions camper au bord du lac Goliouk, à l'ombre des mûriers. Mon père et le docteur Shepard se retrouvaient souvent là-bas et passaient des heures à jouer aux échecs.
Ils posaient l'échiquier entre eux sur un pliant et se plongeaient dans l'étude de différents coups pendant des heures. C'était un très bel endroit qui surplombait le lac. Et il y avait une jolie plage où nous pouvions nous baigner. On s'installait sous les mûriers. On mangeait les mûres aussi vite qu'on pouvait les cueillir. Ce qu'on a pu s'amuser dans ces bosquets. Ma mère tenait son journal, mais pas tous les jours. Elle notait ici et là les menus événements du quotidien, mais elle a fini par enregistrer une grande partie de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a vu et vécu. Et elle a inscrit tout ça dans son journal avec différentes anecdotes sur nous, les enfants, dont elle voulait conserver le souvenir. Mes parents connaissaient les Atkinson. C'étaient nos voisins. Mais jusqu'à ce que je retrouve son journal, aucun de nous ne savait que Tessie Atkinson avait tout noté en secret, au risque de s'exposer à la vindicte des autorités turques. Dans le journal de Tessie Atkinson, la première mention du génocide des Arméniens apparaît à la date du 2 mai 1915. 2 mai, plusieurs professeurs emprisonnés. Les Atkinson ont assisté à la tragédie à partir d'un observatoire privilégié, la maison qu'ils avaient construite. Madame Atkinson en avait conçu les plans elle-même et avait réalisé de ses mains une grande part de la menuiserie. Elle s'asseyait souvent à sa fenêtre pour voir ce qui se passait dans la rue. Marie Jacobsen, la missionnaire danoise, tenait elle aussi un journal. La veille, le 1er mai, elle a noté les mêmes événements que ceux mentionnés par Madame Atkinson. 1er mai, il y a eu de nombreux troubles à Harpert. 3 de nos professeurs et une éducatrice ont été pris par les soldats et emmenés chez le gouverneur. Un peu plus tard, ils ont été ramenés chez eux et leurs maisons ont été fouillées. Le moindre bout de papier portant un fragment d'écriture a été confisqué. Tous les hommes ont été emprisonnés. Chacun redoute un massacre. 4 mai, les gens ont très peur. Ils disent que tout ça fait partie d'un plan et que c'est l'annonce certaine d'un massacre. Le missionnaire allemand Johannes Ehmann, directeur de l'orphelinat arménien, voyait bien le danger que couraient les Arméniens. Le 5 mai, Johannes Ehmann aborde la situation de Harpert dans une lettre à Hans von Wagenheim, ambassadeur d'Allemagne à Constantinople. Depuis quelques jours, les maisons chrétiennes de la ville et de ses environs font l'objet de fouilles minutieuses. Les gens suspects aux yeux du gouvernement sont arrêtés et les autres ont reçu l'ordre de remettre toutes leurs armes aux autorités. Avant que nos hommes ne soient assassinés dans les prisons, les Turcs firent passer le message que si leurs femmes rendaient toutes les armes en leur possession, leurs maris seraient relâchés. Un jour, le révérend Amerkanian déclara en chair que si les épouses rendaient les armes, les Turcs relâcheraient leurs maris. Là-dessus, Henry Riggs, le missionnaire qui dirigeait la faculté, se leva en disant « Si j'étais vous,
Même si vous n'avez pas d'armes, achetez-en et remettez-les aux Turcs. Alors beaucoup de femmes achetèrent des armes et les remirent au gouvernement. Aussitôt, un message partit pour Constantinople, disant qu'ils avaient confisqué 1000 armes à feu chez les Arméniens qui s'étaient soulevés contre eux. Et par la suite, ils ont continué à raconter partout que nous étions en rébellion contre les Turcs, ce qui était complètement faux. Les femmes avaient acheté ces armes et les avaient remises en échange de la libération de leurs maris. Mais au lieu de relâcher les maris, ils les ont tués et massacrés dans la nuit et les ont tous enterrés dans une grande fosse en dehors de la ville. Vous avez entendu Amerkanian vous-même? Oui. Et puis bien sûr, les hommes ont tous été massacrés et après ils ont emmené les femmes en bas de la colline et les ont aussi massacrées. En juin 1915, il règne une activité militaire inhabituelle dans les secteurs civils de Harpert. Au consulat américain, on comprend que le gouvernement turc accuse faussement les Arméniens de dissimuler des armes. Leslie Davis, l'un des témoins oculaires, alerte Washington sur le péril qui les menace. Caleb Davis a retrouvé les documents originaux de son père. Il a pu constater qu'ils authentifiaient les récits des autres témoins. Certains rapports de Davis ont été censurés par le gouvernement turc et ne sont jamais parvenus aux États-Unis. Il me paraît probable que dans bien des cas, les bombes retrouvées dans les jardins des personnes accusées y avaient été enterrées par la police elle-même pour fabriquer des preuves contre les Arméniens. Il est en tout cas certain que la plupart des gens qui ont rendu une arme à feu n'ont jamais été impliqués dans un complot révolutionnaire, et qu'il n'y a pas non plus l'ombre d'une preuve contre la plupart de ceux qui ont été torturés. À présent, ils les torturent pour leur faire avouer qu'ils avaient des bombes. Auparavant, on avait demandé à tous les Arméniens de remettre leurs armes, et beaucoup l'avaient fait. Cette fois, ils ont entrepris de les torturer pour leur faire dire où ils avaient caché le reste. Le 18 juin, Johannes Eman envoie un télégramme urgent à l'ambassade allemande. Les chrétiens ont remis leurs armes, ce qui prouve que les allégations selon lesquelles les Arméniens locaux se seraient rebellés contre le gouvernement sont dénuées de tout fondement. Le professeur Vorperian fut emmené en prison avec toute l'intelligentsia, mais il ne fut pas torturé. Mais ils le firent asseoir sur un tabouret et l'obligèrent à regarder pendant qu'il torturait les autres professeurs et les médecins, pendant qu'il leur faisait des choses absolument horribles, comme poser un morceau de métal chauffé à blanc sur la tête d'un professeur. Ils leur ont arraché les ongles avec une pince. Ils leur ont coincé les mains et les pieds dans un étau et leur ont arraché les ongles. Puis ils les ont pendus par les pieds au-dessus de la cuvette des toilettes qui se trouvait dans une cabane dehors, de façon que leur tête touche les excréments. Puis ils leur ont découpé la plante des pieds et l'ont saupoudrée de sel. Ils ont torturé comme ça tous les professeurs. Quant au professeur Tenkedjian, qui était le chef de file des Arméniens de Harpert, ils lui ont arraché les yeux et les ont envoyés à sa famille. Et Vorperian en a perdu la raison. Ils l'ont relâché et l'ont renvoyé chez lui. Comme sa maison n'était qu'à quelques centaines de mètres de la nôtre, nous pouvions voir ce qu'il faisait. Il sortait en courant de chez lui, tout nu, en criant « Oh Seigneur, il recommence, oh viens-leur en aide, Seigneur, il recommence, au secours, au secours !» Alors sa famille lui courait après avec des draps et des couvertures, et il le couvrait et le ramenait chez lui. C'était environ 1 mois avant qu'il ne finisse par en mourir.
C'était un temps de trahison et de mensonges. Les Arméniens avaient déjà enduré des persécutions et des massacres. Mais cette fois, ce qui se préparait était plus sinistre encore. Les parents gardaient leurs enfants à la maison. Les familles étaient transies de peur. Non loin de chez les Atkinson, habitaient les Hagopian, le docteur Mikial et sa femme. Dans la nuit du 22 juin, Agavni Hagopian entendit soudain des coups frénétiques frapper à sa porte. Son bébé se mit à pleurer dans son berceau. Le docteur Mikial était dans son bureau, occupé à inscrire des notes dans son journal. Cette nuit-là, il craignit que la police turque ne fût venue l'arrêter et l'emprisonner à la faveur de l'obscurité. En fait, le docteur Mikial était convoqué chez le gouverneur pour opérer d'urgence un chef de clan turc. Madame Hagopian craignait pour la vie de son mari. Elle avait les yeux fixés sur la rue quand elle vit tout un groupe d'amis de son mari qui avaient été torturés en prison. On les emmenait dans des charrettes à ordures. Elle fut certaine qu'il se trouvait parmi eux. Ils ont pris tout un groupe de gens qui étaient emprisonnés depuis plusieurs jours. Ils les ont emmenés de nuit dans des charrettes à ordures. Je les ai vus par la fenêtre à la lumière de la lune. Ils ont fait marcher ceux qui le pouvaient et ont mis les vieux dans les carrioles. Les Arméniens déportés cette nuit-là ont reçu le nom de groupe des 800, le premier des innombrables groupes contraints de marcher vers la mort. Le lendemain matin, sans s'être concertée avec elle, Madame Atkinson a noté dans son journal tout ce que Madame Hagopian avait vu la veille. 23 juin. Dans la matinée, nous avons appris avec stupéfaction que tous les prisonniers ont été emmenés, ligotés, au cours de la nuit. Parmi eux se trouvait l'élite des Arméniens de la ville. Vers la même époque, des amis turcs et kurdes nous ont fait savoir en secret qu'un massacre était prévu dans les 10 jours. Le consul Leslie Davis a confirmé les rapports des autres témoins. Tous supposèrent à l'époque que les 800 avaient été tués. Dans son rapport au ministère des Affaires étrangères, mon père, le consul Davis, écrivait ce qui suit. Dans la nuit du 23 juin 1915, plusieurs centaines d'Arméniens parmi les plus éminents de la ville ont été sortis de la prison locale et emmenés dans des chars à bœufs vers une destination inconnue. Parmi eux, les évêques de l'église grégorienne arménienne, la plupart des professeurs et instructeurs de la faculté Euphrate et les négociants et les membres des professions libérales les plus en vue de Rarput. 3 jours plus tard, Eman envoie un nouveau message à son gouvernement. Il s'inquiète de l'incapacité de l'Allemagne à empêcher les atrocités. Eman envoya un autre télégramme urgent. Après maints avertissements, la déportation de la totalité de la population chrétienne de la ville et de la région a été ordonnée, sans aucune exception. Le samedi 26 juin, dans l'après-midi, nous avons tous été choqués par l'annonce que le gouvernement turc avait ordonné la déportation de tous les Arméniens. Certains missionnaires ont déclaré qu'ils aimeraient aller avec eux pour assister ceux qui pourraient avoir besoin d'aide. J'ai appelé le Vali pour cela et pour d'autres choses. Il a opposé un refus complet à ma requête, mais m'a déclaré que lorsque les gens auraient atteint leur destination, les Américains pourraient se joindre à eux s'ils le désiraient. 27 juin, Eman envoie un autre télégramme, cette fois en français pour qu'il passe plus rapidement la censure turque. Il écrit « Le général-gouverneur m'a déclaré que l'ordre de déportation s'appliquait à tous les sujets arméniens de cette province sans aucune exception. Je prie votre Excellence de procéder aux interventions nécessaires car l'ordre de déportation doit être appliqué dans les 3 jours. » Le consul Davis a sauvé de nombreux Arméniens.
Il avait coutume d'organiser des banquets pour les officiers, le vali, le hamakam et les hauts fonctionnaires turcs. Il leur offrait de grands dîners et se montrait très amical envers eux, de sorte qu'il pouvait parfois glisser un mot en faveur des Arméniens, demander qu'on les laisse en paix. Et tous ces gens venaient se cacher dans le grenier. Il ne fallait pas parler, il ne fallait pas bouger, pour que personne ne sache qu'il y avait autant d'Arméniens cachés au consulat des États-Unis. Parmi ceux qui se cachaient au consulat se trouvaient des parents de Garabet Bedrossian, l'interprète et garde du corps arménien du consul Davis. Pendant que ces gens se cachaient au consulat, les Turcs organisaient toutes les nuits des séances de prière sur la place jouxtant le bâtiment. Nous pouvions les entendre demander pieusement à Allah de les bénir dans leurs efforts pour tuer les chrétiens haïs. Nuit après nuit, le même chant montait vers les cieux. Et jour après jour, ces Turcs poursuivaient leur besogne sanglante. 10 juillet. Cet après-midi, le Dalal a parcouru les rues en criant que mardi, tous les Arméniens sans exception devraient partir. Le crieur public vient d'annoncer que le mardi 13 juillet, tous les Arméniens sans exception devraient partir. Tous les Arméniens ne partirent pas. Certains se cachèrent, quelques-uns parvinrent à s'enfuir. Garabet Derminassian était l'un d'entre eux. Il faisait partie des 800 personnes déportées au cours de la nuit du 22 juin. Dans sa ferme près de Fresno, en Californie, il se rappelle les horreurs de ce jour, longtemps refoulées, jamais oubliées. Quand nous avons entendu le crieur public, toute la ville était cernée par les gendarmes et les autorités turques qui nous disaient de nous préparer, d'emballer le plus possible de nourriture et de vêtements, tout ce que nous étions capables de porter. Nous devions quitter nos maisons et partir. Avant de les emmener, ils venaient écrire le mot Sovket, exilé, sur chaque porte. Ça signifiait qu'on viendrait les chercher le lendemain et que tout le monde devait être prêt. Et bien sûr, ils les obligeaient à vendre tout ce qu'ils possédaient. Nous avons vidé de leurs meubles les 11 pièces de notre maison. Et le commissaire-priseur est venu et a tout vendu. Nous avons obtenu 45 $ pour l'ensemble, pour le mobilier d'une maison de 11 pièces. Avec ça, nous avons acheté 3 ânes. Les Turcs nous en ont pris 2. Il ne nous en est resté qu'un. Ils ont d'abord emmené les familles riches. Quand nous avons essayé de partir avec elles, l'ami de mon père, Vehad Effendi, qui se sentait responsable de nous, nous a fait dire de ne pas partir. Certains Turcs, comme Vahaj Effendi, se montrèrent amicaux. D'autres sauvèrent des Arméniens, comme le directeur de la Croix-Rouge de Harpert, le Croissant Rouge en Turquie. 19 juillet, le moudir du Croissant Rouge a appelé ici aujourd'hui. C'est un Turc qui souffre beaucoup de tout ce qui se passe. Il a dans son hôpital 600 de ces pauvres exilés. On ne veut pas lui donner de personnel pour s'en occuper. Il fait vraiment tout ce qu'il peut. Il dit qu'1,5 million d'Arméniens ont été tués au cours de ces dernières semaines. Au même moment, le général-gouverneur de la province de Harpert reçoit un télégramme de Behedin Shakir, chef de l'organisation spéciale, une unité politique chargée de la déportation des Arméniens. Celui-ci veut s'assurer que le responsable local accomplit correctement sa tâche. Le télégramme interroge. Les Arméniens en cours de déportation dans votre région ont-ils été liquidés? Ces gens dangereux dont vous dites qu'ils ont été bannis et dispersés, ont-ils été détruits ou simplement envoyés au loin? La situation centrale de Harpert sur le plateau arménien en fait un centre privilégié de rassemblement pour ceux qui doivent mourir. Au cours de l'été 1915,
des Arméniens venus de toutes les parties de l'Empire ottoman sont déportés et tués par les Turcs. Au cours de leur marche forcée vers le désert de Syrie, de nombreux déportés passent par Harpert. En étroite liaison avec les militaires, des civils turcs les attendent le long des routes entourant Harpert pour les voler et les massacrer. Les hommes et les responsables turcs examinaient les enfants, surtout les petites filles, et choisissaient les plus mignonnes. Et nous les avons vues emmener une par une dans des harems turcs pour y vivre une vie d'esclavage. Les mères ont offert leurs enfants, suppliant que quelqu'un les prenne. Les Turcs ont fait leur choix parmi eux et emmené les filles pour qu'elles deviennent des esclaves, ou pire encore. Ils ont même amené leurs médecins avec eux pour examiner les filles surtout et s'assurer des meilleures. Le consul Davis est horrifié de voir certaines mères arméniennes, sur le point d'être massacrées, donner leur enfant pour qu'il soit sauvé par un Turc. Il en conçoit un certain mépris pour les Arméniens. Pourtant, la vie de chaque enfant arménien tient à cette unique alternative, la marche vers la mort ou l'esclavage. J'ai réussi à échapper à la surveillance de ma babysitter, Koharik Demirjian. Et j'ai vu ma mère et une autre femme descendre en courant les marches de l'hôpital. Elles ont tourné le coin et se sont dirigées vers le portail. Je les ai suivies sans qu'elles s'en rendent compte. Et j'ai vu des gens poussés à la pointe des baïonnettes qui passaient devant l'hôpital. Il y avait un soldat à cheval. La femme s'est avancée, l'a attrapé par la cheville et lui a dit quelque chose, je ne sais pas quoi. Puis un autre soldat est arrivé, l'a saisi par le bras et lui a dit « On va vous emmener vous aussi ». J'étais tellement contente qu'il n'ait pas pris ma mère. Mais les autres ont été emmenés et ils ont été tués. L'objectif réel de la déportation est d'éliminer les Arméniens par l'épuisement, la faim et le massacre. Ma mère me tenait par la main. Nous étions déportés. Nous avons marché et marché. Au bout d'une heure, nous avons vu les corps des gens tués qui pourrissaient au soleil. J'avais terriblement peur. J'essayais de ne pas respirer l'horrible odeur et je fermais les yeux pour ne pas voir. Nous avons marché, une cinquantaine d'entre nous, ma mère me tenant par la main, des montagnes de Harpert jusqu'au désert de Syrie. Pendant tout l'été 1915, des caravanes partent de Harpert pour des marches vers la mort dans le désert. Selon les déclarations officielles, les Arméniens sont déplacés vers une zone de sécurité. Les nouvelles filtrent lentement sur le sort des 800, le premier groupe à partir.
Une nation est en train de disparaître dans les replis de ces montagnes tourmentées. Marie Jacobsen a noté tous les détails dans son journal. Il se passe de nouveau des choses terribles en ce moment à Harpert. Les soldats ont encerclé la ville et tenté d'emprisonner tous les hommes et les garçons au-dessus de 13 ans. Environ 800 prisonniers ont été emmenés à l'aube, avant que les gens ne soient levés. Ils étaient enchaînés les uns aux autres. Quand ils sont arrivés de l'autre côté de Kankié, on leur a fait quitter la route et on les a guidés à travers la montagne jusqu'à une vallée. Là, on leur a ordonné de s'asseoir et de se reposer. Au moment où on leur a fait quitter la route, ils ont tous compris qu'ils allaient être tués. Ils nous ont fait prendre par les champs au lieu de suivre la route et monter par les sentiers les plus abrupts, là où il y avait des forêts et des montagnes. Ils nous ont fait marcher pendant 4 jours. Nous avons fini par arriver dans une vallée entourée sur 3 côtés de hautes collines. Sur le 4e, il n'y avait que quelques arbres et une espèce de fossé rempli d'eau de pluie. Là, ils nous ont dit de nous asseoir. Tout le monde s'est assis et a essayé de manger et de boire un peu de l'eau de ce fossé. Vers le soir, les soldats ont reçu l'ordre de tirer et les balles ont commencé à siffler autour d'eux. Tout à coup, avant d'avoir pu commencer à manger, nous avons entendu des coups de feu. Ça tirait de tous les côtés et nous avons vu une bande de gens se jeter sur nous en criant et en faisant tournoyer des épées, des gourdins, toutes les armes qu'ils pouvaient avoir dans les mains. Ils sont passés à travers la foule pour prendre l'argent et les bijoux, en poussant et bousculant les gens. Mais ils ont été à court de munitions avant d'avoir pu tuer tout le monde. Alors ils se sont mis à tailler en pièces ceux qui restaient avec les petites haches qu'ils portaient à la ceinture et avec des baïonnettes. Les gendarmes sont arrivés, ont pris tous les petits garçons entre 5 et 10 ans et les ont jetés en tas. Il s'est trouvé que j'étais l'un des premiers et je me suis retrouvé tout en dessous de la pile. Après nous avoir mis en tas, ils ont entrepris de nous tuer à coups d'épée et de baïonnettes. L'une de leurs baïonnettes m'a touché à la joue droite et le sang coulait à flot, pas seulement de ma joue, mais aussi de tous ces garçons morts. Le sang chaud coulait sur moi et je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas pleurer, de peur qu'ils ne terminent leur travail et qu'ils me tuent pour de bon. Alors ils m'ont frappé à la tête. Je suis tombé, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé ensuite. Quand je me suis réveillé, c'était après minuit. Je ne sais pas exactement quelle heure il était, mais j'ai vu la lune se lever. Des milliers de gens morts tout autour. La lune éclairait les corps. Certains étaient tout nus, sans rien sur eux. Puis j'ai entendu mon frère Mesrop appeler. Ma mère était encore en vie. J'ai posé sa tête sur mes genoux. Et mon frère a dit, « Maman veut de l'eau. » Alors j'ai regardé autour de moi. J'ai trouvé quelques débris de vaisselle et j'ai couru chercher un peu d'eau que je lui versais dans la bouche. Soudain, cet homme a senti qu'une des cordes qui l'attachait était desserrée. Il a bondi et il s'est mis à courir, suivi d'une trentaine d'autres. Mais la plupart d'entre eux ont été repris et tués. Notre ami a couru droit devant lui sans savoir où il allait. Nous avons découvert qu'on transperçait ces hommes et ces garçons avant de les jeter dans des tranchées parce que les garçons de 14 et 15 ans qui avaient survécu s'étaient extraits des tranchées et étaient revenus en ville tenant leurs intestins dans leurs mains. Les baïonnettes leur avaient percé des trous dans le ventre par où leurs intestins pendaient.
Sur les 800 dont j'ai parlé, nous avons un témoignage beaucoup plus authentique que je n'ose pas recopier pour l'instant. Par crainte des Turcs, Madame Atkinson a soigneusement raturé la référence au massacre dans son journal. Parmi ceux qui ont disparu dans cette nuit du 22 juin, il y avait des étudiants, des professeurs, des artistes, des musiciens et des écrivains. L'élite arménienne de Kharpert venait d'être définitivement réduite au silence. Parmi eux se trouvaient les 5 frères Fabrikatorian. Leur filature fut détruite et les militaires turcs eux-mêmes se retrouvèrent à court d'uniformes. Le groupe d'Arméniens sortis de leur maison dans la nuit du 22 juin 1915 avait été envoyé vers une destination secrète. Pendant des mois, les gens ne surent pas où ils avaient été exilés, ni même s'ils étaient encore en vie. Un mystère entourait leur disparition. Ceux qui restaient s'interrogeaient. Si les Arméniens avaient été déportés vers une zone de sécurité, pourquoi n'y avait-il pas de Turcs avec eux? Et pourquoi le faire secrètement? Les autorités turques de Constantinople n'ont jamais fourni de réponse claire à ces questions. En tant qu'alliés de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, les Turcs ont assuré aux Allemands qu'il n'existait pas d'ordre de déportation générale des Arméniens. Le 17 juillet, Johann Seemann, furieux, envoie un nouveau message à l'ambassadeur d'Allemagne à Constantinople pour contester cette affirmation. Il lui dit que c'est exactement le contraire qui s'est passé, que depuis 2 semaines, soit à partir du 5 juillet, la déportation générale a commencé à Kharpert, et que devant le fait accompli imposé par le gouvernement turc, il n'y a plus grand-chose à faire. 24 juillet. Le prieur public a annoncé aujourd'hui du haut des mosquées et partout dans les rues qu'un Turc qui cacherait un Arménien serait pendu et verrait sa maison brûlée. À l'époque, nous habitions à côté d'une famille turque qui nous était favorable. Mon père avait confiance en notre voisin, mais il soupçonnait les intentions du gouvernement. 2 fois, notre famille fut menacée de déportation. 2 fois, l'ordre fut annulé. Mon père savait que ce n'était qu'une question de temps avant que nous ne soyons obligés de partir. Il lorgnait vers les collines entourant la ville. La maison des Hagopian se trouvait à 3 km de l'hôpital américain. Le docteur Mikial travaillait là-bas. Sur la gauche se trouvait l'orphelinat allemand. La ferme du docteur Mikial était aussi vaste que le domaine de l'orphelinat. Il avait un très grand jardin. Il y faisait pousser des mûriers, des pommiers et des légumes. Il avait de tout. Finalement, le Vali, le gouverneur, a notifié à mon père qu'il allait déporter notre famille dans ce qu'il appelait une bonne caravane, pour que nous voyagions en toute sécurité. Mon père savait que personne ne revenait de leur voyage en toute sécurité. Mes parents étaient déchirés. Je serais tué si je suivais la caravane. Je risquais la mort s'ils me laissaient derrière eux. La vie continuait normalement pour les Turcs, mais pour les Arméniens, la mort semblait certaine dès qu'ils sortaient de la ville. Mon père avait un verger sur la route du lac Goliouk. Il s'étendait sur 5 hectares et était entouré de hauts murs. Je me rappelle le bosquet de mûriers. Il était caché par une rangée de peupliers. Les mûriers avaient été le cadeau de mariage de ma mère. Mon père s'est dit qu'il pourrait faire une bonne cachette pour moi. Il m'a emmené au milieu de ce bosquet de mûriers jusqu'à un puits asséché. Pour me sauver la vie, il m'a mis dedans, espérant que les Turcs ne me trouveraient pas et que, par miracle, je survivrais. Il avait une grande foi dans la Providence. Le moment était venu. Mes parents ont dû rejoindre la caravane. J'étais dissimulé sous les feuilles. Les mûriers ombrageaient le puits qui aurait pu être mon tombeau. Je ne le saurai jamais, parce qu'au cours de cette dernière nuit, un haut fonctionnaire turc est tombé malade. Les Turcs avaient besoin d'un médecin, mon père.
Ma mère a couru vers les mûriers. On m'a tiré du puits. Je regarde les photos et les papiers que mon père, Garabed Bedrosian, a emportés avec lui quand il a quitté la Turquie en 1922. En Turquie, il était le garde du corps, c'est-à-dire le havas du consul américain. Et en parcourant la campagne avec le consul, il a été à même d'observer ce qui se passait et de voir toutes les atrocités. Il a travaillé pour le gouvernement américain pendant 17 ans. En tant que consul des États-Unis à Rarput, mon père était le seul représentant d'une nation étrangère ou neutre dans cette partie reculée de la Turquie durant la Première Guerre mondiale. Et comme il le dit dans son livre, il n'aimait pas particulièrement les Arméniens, mais il a rapporté les événements qui se déroulaient sous ses yeux. Et il a même pris des risques pour les aider, en les cachant au consulat, en s'occupant de leurs finances et en les protégeant de la brutalité des Turcs. En fouillant dans les papiers de mon père, je suis tombée sur des colonnes entières de noms inscrits en regard de diverses sommes d'argent. Tous ces gens qui ignoraient quel allait être leur sort les avaient confiés au consul Davis. Leurs possessions avaient été confisquées et ils étaient sur le point d'être déportés de leur village. Alors ils ont donné cet argent au consul pour qu'il le garde et le leur rende plus tard si c'était possible. Sinon, ils devaient le remettre à des parents en Amérique. Certains ont même indiqué une adresse. Par exemple, nous avons ici Garabed Gogoussian, 55 $ confiés à la garde de Leslie A. Davis, etc. Vous voyez tous ces noms sur la liste. Et sur la page de garde, les adresses des parents aux États-Unis. Un jour, vers la mi-septembre, le garde du corps turc du consul Davis confie au Havas Garabed qu'il sait où se sont déroulées les tueries aux alentours de Rarpert. À la faveur de la nuit, le consul et son garde du corps arménien sortent secrètement de la ville pour retrouver les 800 disparus. Dans le même temps, le 18 septembre, le gouverneur turc répond au télégramme que lui a adressé le chef de l'organisation spéciale. Il l'assure que le travail a bien été accompli, que 51 000 Arméniens ont été déportés. Il ne fait aucune mention de massacre. 24 septembre, le consul s'est rendu à Goliouk. Il dit qu'à 1h30 d'ici, il a vu les premiers cadavres et qu'il y en avait ensuite tout le long de la route, essentiellement des femmes et des enfants. Il y en avait beaucoup dans le lac et même plusieurs à l'endroit où nous allions camper. Le consul Davis et le Havas Garabed sont partis pour Goliouk. Quand ils sont arrivés, ils ont vu des milliers de corps nus. Les Turcs leur avaient pris tous leurs vêtements avant de les tuer. C'était une vision si horrible qu'ils en étaient tous tremblants. Et à leur retour, mon beau-frère a dit: comment Dieu a-t-il pu permettre une chose pareille? Des enfants, des hommes et des femmes, ils avaient tous été massacrés. Il en a perdu la foi et il lui a fallu de nombreuses années pour la retrouver. Quelques semaines plus tard, le docteur Atkinson de l'hôpital américain a exprimé le désir de faire le voyage avec moi. Nous avons décidé de faire cette fois un tour complet du lac pour voir ce qu'il pouvait y avoir de l'autre côté. Nous sommes partis vers 3 heures du matin, un jour de la fin d'octobre.
Après avoir laissé derrière nous les ruines kurdes, nous avons escaladé une montagne très abrupte et nous sommes redescendus dans la vallée du lac Goliouk. Le lac Goliouk est à une journée à pied de Rarpert. D'un côté et de l'autre de celui-ci, deux villages se faisaient face. L'un habité par des Kurdes, l'autre par des Arméniens. Rasho Ratchadourian avait 13 ans en 1915. Il habitait le village arménien. Son père construisait des barques et il emmenait souvent des gens faire des promenades en bateau. Jusqu'à la fin de ses jours, Rasho chanta les chansons du lac qu'il avait apprises dans sa jeunesse en travaillant avec son père. Quand des troupes turques apparurent dans la campagne, la mère de Rasho sut que la déportation et une mort certaine les attendaient. Marche vers la mort ou esclavage. Pour sauver ses fils, elle décida de les donner à un de ses amis kurdes, consciente que ses enfants seraient contraints d'abandonner leur identité arménienne. Mon oncle m'a demandé de venir le voir et m'a dit « Rachadour, mon fils, tu vas partir dans un foyer étranger. N'oublie pas ta foi chrétienne. N'oublie pas que tu sais lire et écrire. Je te donne du papier, un stylo et un crayon. Écris tout ce qui peut t'arriver. » Fidèle aux instructions de son oncle, Rasho relata ce qu'il avait vu sur le lac. Après sa mort en 1980, sa femme trouva le manuscrit de ses mémoires, où il décrivait son enfance sur les rives du lac Goliouk. Nous avons pleuré amèrement quand nous avons dit au revoir à notre mère. Elle m'a dit « Rasho, prends bien soin de ton petit frère. » Nous laissions derrière nous nos proches, nos parents et nos compagnons de jeu. Nous étions tout près du village kurde quand nous avons été brusquement assaillis par le mal du pays. Mon frère et moi sommes revenus en courant à notre village en espérant revoir tous nos proches. À notre grande douleur, il n'y avait plus personne. Les Turcs avaient raflé tout le monde. Nous les avons vus au loin qui escaladaient une colline. Les gendarmes les poussaient en avant. Notre village était vide. Seuls des chiens affamés erraient dans les rues. En 1918, le consul Davis envoya au ministère des Affaires étrangères un rapport décrivant sa visite au village déserté de Rasho. Le rapport Davis fut déclassifié en 1987, des années après que Rasho eut rédigé la même version des faits. Le consul y déclare qu'à son arrivée au village, il ne put découvrir un seul habitant. Il était absolument désert, à part quelques chats errants. Mon père m'a raconté cette histoire un jour, et je ne l'ai jamais oubliée. Le consul Davis et lui s'étaient rendus à cheval à Goliouk, et quand ils arrivèrent, ils virent ce gros livre flottant sur l'eau. Aussitôt, mon père descendit de cheval et entra dans le lac pour récupérer le livre. Il était tout détrempé, mais encore entier. Quand il l'a sorti, il a compris que c'était une Bible, et cela l'a beaucoup touché. Il en a séché les pages du mieux qu'il le pouvait. Nous avons chevauché autour du lac pendant environ 2 heures. Il est bordé de falaises abruptes, coupées à intervalles réguliers de profondes vallées. Certaines de ces vallées ne contenaient que quelques corps, mais dans d'autres, il y en avait plus de 1000. Nous avons estimé qu'il y avait au moins 2000 corps dans celle-ci. Beaucoup se trouvaient juste au bord du lac, leur tête dépassant du sable.
C'était une large vallée, littéralement jonchée de corps. Tous étaient nus. Nous avons estimé que sur tout le pourtour du lac Goliouk, en l'espace de 24 heures, nous avions vu les dépouilles d'au moins 10 000 Arméniens tués sur ces rives. Peu d'endroits auraient pu être aussi propices aux diaboliques intentions des Turcs, à leur plan d'extermination de la population arménienne, que ce lac paisible à l'intérieur de la Turquie asiatique. Au cours de l'été et de l'automne 1915, le gouvernement poursuit sa politique de génocide. D'autres personnes encore sont massacrées au bord du lac, jusqu'à ce que Harpert soit pratiquement vidé de tous ses Arméniens. Des soldats et des civils turcs participent aux atrocités. Beaucoup de Kurdes aident les Arméniens à s'échapper, mais le plus souvent, ils sont incités par le gouvernement à les dévaliser et à les massacrer. De grandes bandes de Kurdes sont arrivées aujourd'hui en ville et les gens recommencent à avoir peur. Les Kurdes disent eux-mêmes que les Turcs sont venus les chercher pour liquider le reste des Arméniens. Le Vali en a envoyé une partie à Goliouk avec des canons pour bombarder la petite île au milieu du lac où l'on dit que se sont réfugiés un certain nombre d'Arméniens. Certains Arméniens qui ont nagé jusqu'à cette île venaient du même village que Rasho Khachadourian. Rasho se rappelait bien ce jour-là. Il a établi la liste des jeunes gens et d'une femme qui avaient fui sur l'île. Harutioun Narbadjan, Ovanes Nadjarian, Sharpas Vartabedian, Harutoun Mardidjan, Sultan Dermargoyan. Rasho est désormais un orphelin, un esclave travaillant pour son nouveau maître kurde, Bekir. Je gardais les moutons dans le même ravin. Bekir s'est approché de moi en ricanant et m'a dit « Rasho, regarde comment les soldats turcs brûlent les infidèles arméniens qui se sont rebellés. » J'ai regardé en direction de l'île et j'ai vu la petite église en flammes. À l'automne 1915, Harpert est un endroit lugubre. L'épée de la terreur n'a épargné personne. Les missionnaires se sentent impuissants, profondément affectés par les horreurs inhumaines auxquelles ils ont assisté. Ils ont trouvé tous les ravins remplis de cadavres. Père avait travaillé dur pour maintenir en vie beaucoup d'entre eux, et maintenant ils étaient partis. Mon père en a été terriblement secoué. Ils se demandaient tous pourquoi le Seigneur avait voulu les amener en Turquie. Tout cela lui a vraiment brisé le cœur. Ils avaient vu 10 000 corps là-bas, près du lac Goliouk. Et mon père, cela l'a complètement détruit.
25 novembre, Thanksgiving. Nous avons un chevreuil cette année. Je savais que les invités ne voudraient pas partir après la nuit tombée, de sorte que nous avons eu la messe à 11h30 et le déjeuner à 1h. Nous étions 17 à table, dont 2 Danois et la petite Bessie, une Arménienne, ainsi qu'une Américaine qui s'est retrouvée bloquée ici avec son petit garçon malade. Son mari, un Arménien, a été tué. Nous avons tous admis être passés par des moments terribles. Nous sommes très reconnaissants d'être en vie. Après le dîner, nous avons procédé à la cérémonie de la pesée. Herbert, 89 kilos, moi, 60, Henry, 42, Alice, 25, Harriet, 20. Tout le monde est rentré avant la nuit. Peu après Thanksgiving, le docteur Atkinson attrape le typhus, une maladie très redoutée. Affaibli, le cœur brisé, il se demande pourquoi Dieu a permis de telles atrocités, une telle cruauté. Sur son lit de mort, le docteur Atkinson et son médecin, le docteur Mikial Agopian, disent une prière ensemble. Il a souri quand il m'a vu. Il m'a pris la main, m'a attiré à lui, m'a tapoté la joue, a passé ses doigts dans mes cheveux courts. Puis de l'index, il a désigné le ciel. Je savais qu'il essayait de me dire qu'il s'en allait. Un peu plus tard, il m'a dit « Je vais mourir dimanche ». Je lui ai demandé comment il le savait et il m'a répondu qu'il avait mesuré ses forces et qu'à son avis, elle lui permettrait de tenir jusqu'au dimanche, mais pas au-delà. Il a dit que sa tâche était terminée. Il avait senti que Dieu l'avait envoyé ici uniquement pour accomplir le travail de cet été-là. À 2h25, le jour de Noël, il a cessé de respirer. En 1917, les États-Unis rompent leurs relations diplomatiques avec la Turquie. Madame Atkinson et ses 3 enfants retournent en Amérique. Elle laisse son journal derrière elle avec tous ses meubles, de crainte que les Turcs ne le trouvent sur elle. 8 ans après qu'elle a quitté la Turquie, son journal arrive enfin aux États-Unis, dissimulé dans le canapé de son salon. N'ayant plus à craindre la censure turque, elle y ajoute en 1924 une dernière note sur ce que son mari avait vu sur le lac Goliouk. 1924, l'histoire de ce voyage que je n'ai pas osé écrire. Ils ont vu quelques 10 000 corps. Tessie Atkinson est morte en 1967, emportant dans la tombe le secret de son journal raturé. Grâce à la technologie numérique, nous avons enfin pu déchiffrer les mots qu'elle avait été la seule à voir en 1915. Elle évoquait le missionnaire allemand Johann Seemann, dont les appels à sauver les Arméniens restèrent lettre morte pour son gouvernement. Tant les Turcs que les Arméniens semblent assez certains que tout cela est le fait des Allemands. M. Eman lui-même est parvenu à la conclusion qu'il s'agit du travail de son propre gouvernement. Nous savons tous qu'un travail si bien préparé, planifié et mené à bien n'est pas dans la méthode des Turcs. En 1917, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne, l'allié de la Turquie. Le consulat de Harpert est fermé et le consul Davis nommé en Finlande. Mon père, ma mère et moi-même vivions au consulat américain. C'était notre foyer en quelque sorte. Quand le consul est parti, il a dit au Havas Garabed, son garde du corps, de prendre toutes les photos et tous les négatifs, de les placer dans une jarre et de les enterrer. Ils ont donc creusé un grand trou derrière l'écurie du consulat, ils y ont placé la jarre et l'ont recouverte de terre. J'étais là, moi aussi. Je me souviens parfaitement de l'endroit et de tout le reste. En 1922, le Havas Garabed est autorisé à quitter la Turquie avec sa famille.
Il dissimule les photos prises par le consul Davis au lac Goliouk dans les haillons des orphelins qui l'accompagnent. Une fois hors de Turquie, il correspond avec Leslie Davis par le biais d'une adresse à Marseille et va lui remettre les photos en Finlande. Pendant 50 ans, le Hafez Garabed resta muet sur ce qu'il avait vu près du lac. Mais peu avant sa mort, en février 1977, à l'âge de 94 ans, il finit par confier son témoignage à sa famille. Le matin, nous sommes rendus à l'endroit où ils avaient poussé, emmené de force et tué les 700-800 personnes. Ils ne les avaient pas emmenés à plus de 5 km de là. Ils les ont toutes massacrées dans les montagnes. Nous avons vu la plus grande partie de ces cadavres. Nous avons vu plus de 15 000 morts, tous dénudés. C'est la voix de Garabed Bedrosian. J'étais là quand ils l'ont enregistré. Les photos du consul Davis sont restées enterrées dans une jarre en terre pendant 8 ans. Pendant plus de 70 ans, nul ne s'est soucié de ces clichés. La famille Davis les avait oubliés et ils sont restés ignorés du reste du monde. La plupart ont été détruits par le temps et l'humidité. Les quelques clichés rescapés attestent d'un indicible carnage sur les rives du lac Goliouk et dans d'autres parties de la province de Harpert. Près d'un siècle plus tard, les mots du consul Leslie Davis résonnent du fond de la terre gorgée de sang de Harpert. Ce qui s'est passé autour du beau lac Goliouk à l'été 1915 est presque inconcevable. Des milliers et des milliers d'Arméniens, pour la plupart des femmes et des enfants sans défense, ont été massacrés sur ces rives et mutilés de façon barbare. Il y avait au moins 150 000 Arméniens dans le vilayet avant 1915. À la fin de la même année, il n'en restait que 8 à 10 000. On peut appeler ce vilayet l'abattoir de la Turquie. Les voix des Arméniens se sont tues, mais leur écho résonne encore aux sources du Tigre. Les corps ont depuis longtemps été emportés par l'Euphrate. L'eau est claire. Le lac semble tranquille pour l'éternité. Cela s'est passé il y a 90 ans, le temps d'une vie humaine. Ce lac, cette ville, cette terre ont vu s'accomplir la plus grande tragédie de l'histoire arménienne. Une civilisation gisait désormais sous les mûriers. Le temps que les feuilles de l'été naissent et meurent, une communauté avait disparu. Ma famille en a réchappé et s'est mise en quête d'une terre de liberté. Nous sommes arrivés en Amérique en 1923, mais nous laissions derrière nous un monde perdu. J'entends encore ma mère me dire « On peut tuer un peuple, mais sa voix ne meurt jamais. »
Pour en savoir plus sur les nouveaux programmes de Planète, retrouvez-nous sur planète.com.